La neige tombait doucement sur les toits de Lyon, recouvrant les rues d'un manteau blanc immaculé. Clémence Moreau marchait lentement, serrant entre ses bras un petit gâteau aux amandes qu'elle avait passé la veille à préparer. Dans l'autre main, un sac contenant un présent modeste, un foulard de laine bleue qu'elle avait choisi pour sa mère, espérant qu'il lui rappellerait les hivers d'antan avant que tout ne se brise. Elle s'était habillée avec soin, maquillée légèrement, tentant d'afficher un calme qu'elle ne ressentait pas. Chaque pas qu'elle faisait vers cette maison d'enfance semblait soulever une poussière invisible de souvenirs et de douleurs enfouies. Lorsqu'elle sonna à la porte, le cœur battant, ce fut son père qui ouvrit. Son regard, distant, n'exprima ni joie ni surprise. Il s'écarta simplement pour la laisser entrer. L'air était chargé de cette tension ancienne, jamais dissipée. Elle déposa le gâteau dans la cuisine sans un mot et offrit le présent à sa mère qui le prit sans vraiment y jeter un regard. Aucun sourire, aucune étreinte, juste ce silence pesant qui semblait hurler ce que personne n'osait dire. Le dîner se déroula dans un calme oppressant. Les couverts tintaient contre les assiettes, mais aucun mot ne venait rompre le froid entre eux. Clémence tentait de trouver le bon moment, le bon ton. Elle parla enfin, la voix tremblante, de sa volonté de revenir, de réparer, de comprendre. Elle évoqua ses années d'absence, non pas comme une fuite, mais comme un échec à gérer la douleur. Elle ne demandait pas qu'on oublie, seulement qu'on l'écoute. Mais à peine avait-elle commencé que son père la coupa, posant sa fourchette avec une lenteur glaciale. Ses yeux se plantèrent dans les siens et il dit d'une voix ferme, presque calme, « Le plus beau cadeau que tu pourrais nous faire, Clémence, ce serait de disparaître de notre vie, pour toujours. » Il n'y avait ni colère ni cri, juste cette froideur implacable, comme une sentence. Sa mère baissa les yeux sans un mot, sans une larme. Clémence ne répondit pas. Elle sentit une brûlure monter à sa gorge, mais aucune larme ne coula. Elle se leva lentement, attrapa son manteau sur le dossier de la chaise, remit son sac sur l'épaule et, sans un regard en arrière, ouvrit la porte. Dehors, la neige continuait de tomber. Elle referma doucement derrière elle, laissant derrière elle le foyer, les souvenirs et ce vide qui semblait l'avoir précédée toute sa vie. Elle marcha dans la nuit, ses bottes s'enfonçant dans la neige fraîche. Les lumières de Noël brillaient encore aux fenêtres des maisons voisines, contrastant cruellement avec l'obscurité qu'elle ressentait en elle. Elle ne savait pas où aller. Elle n'avait prévu qu'un court séjour, n'avait rien réservé d'autre. Mais elle n'avait plus de maison, plus de famille, plus de point d'ancrage. Seulement elle-même et cette douleur muette qui l'accompagnait depuis toujours. En traversant la place Bellecour, elle croisa des familles riant autour d'un manège. Les enfants couraient, les parents s'embrassaient. Elle détourna les yeux. Tout semblait narguer son isolement. Elle se sentait comme un fantôme, traversant un monde auquel elle ne faisait plus partie. Elle continua de marcher, sans but, sans destination, juste pour ne pas s'effondrer là sous les regards. Cette nuit-là, alors qu'elle longeait les quais, un vent glacial s'engouffra dans son manteau. Elle resserra les pans, accéléra le pas. Elle ne savait pas encore où elle allait dormir. Peut-être dans la voiture, peut-être pas dormir du tout. Mais au fond d'elle, quelque chose venait de se briser définitivement, ou peut-être au contraire, de s'ouvrir. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que le jour suivant bouleverserait tout, et que parfois la fin brutale d'un chapitre peut être le commencement d'une histoire inattendue. Le moteur ronronnait faiblement, comme un souffle hésitant dans le silence glacé de la nuit. Clémence fixait la route sans vraiment la voir. Les lumières de Lyon défilaient comme des traces floues derrière le pare-brise embué. Elle ne savait pas pourquoi elle avait choisi de conduire. Peut-être parce qu'avancer lui semblait moins douloureux que rester immobile. Ses mains tremblaient légèrement sur le volant, non à cause du froid, mais de ce vide intérieur qui avait remplacé toute certitude. Le sapin décoré sur la place des terreaux, les vitrines illuminées, les couples qui se tenaient à la main, tout paraissait appartenir à un monde lointain, inaccessible. Elle n'avait plus de foyer, plus de voix à laquelle répondre, plus de regard familier où se réfugier. Elle roula ainsi pendant des heures, sans but. Le carburant diminuait lentement, les rues devenaient désertes. Par moments, elle apercevait les reflets du Rhône, immobiles et sombres, bordés de lampadaires qui vacillaient comme des lueurs fragiles. Elle baissa la vitre pour respirer l'air froid, espérant que la morsure du vent la maintienne éveillée. Le poste de radio diffusait une chanson de Noël,
une de celles que sa mère aimait fredonner autrefois en préparant le repas. La voix douce du chanteur semblait se moquer d'elle. Elle coupa brusquement le son. Le silence qui suivit fut assourdissant. Elle prit alors la direction du Vieux Lyon, traversant les ruelles pavées désertes. Les enseignes clignotaient encore, mais plus aucune âme ne traînait dehors. La ville semblait figée dans un sommeil indifférent. Elle finit par s'arrêter près du quai de Saône, à l'écart, là où les pêcheurs viennent au petit matin. Elle gara la voiture, coupa le contact et laissa sa tête retomber contre le dossier. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau, brouillée par les larmes qu'elle refusait de laisser couler. Elle se sentait épuisée, vidée, comme si toute la douleur accumulée en elle n'avait plus de forme, plus de cri. Elle resta ainsi de longues minutes, à écouter le tic-tac régulier de l'horloge du tableau de bord. Puis, malgré le froid, malgré la gêne, elle ferma les yeux. Le sommeil la prit par bribes, entrecoupé d'images de son enfance. Le rire de son père quand elle rentrait de l'école avec ses dessins, les mains de sa mère nouant ses cheveux, le parfum du chocolat chaud les matins d'hiver. Ses souvenirs, pourtant doux, devenaient des blessures. Chaque image lui rappelait tout ce qu'elle avait perdu, ou peut-être jamais vraiment eu. Lorsqu'elle se réveilla, un rayon de lumière pâle filtrait par la vitre. Le jour s'était levé sur un ciel gris lourd de nuages. Le froid s'était infiltré partout, ses doigts étaient engourdis. Elle voulut allumer le moteur pour se réchauffer, mais un frisson d'inquiétude la traversa. Quelque chose n'allait pas. Le siège du passager était vide et le désordre autour d'elle trahissait une présence étrangère. Son sac n'était plus là. Elle chercha autour, paniquée. Les valises avaient disparu, le gâteau aussi. Même la couverture qu'elle gardait dans le coffre s'était volatilisée. Le verrou de la portière portait des marques de forçage. Quelqu'un avait profité de la nuit pour fouiller son véhicule. Elle se sentit soudain exposée, vulnérable, seule dans cette ville qui n'était plus sienne. Son cœur battait à toute allure. Elle sortit précipitamment, inspecta les environs, mais il n'y avait personne. Le quai était désert. Seules quelques mouettes tournaient au-dessus du fleuve. Elle s'assit sur le rebord, respirant profondément pour ne pas céder à la panique. Il ne lui restait presque rien. Dans la poche de son manteau, son téléphone, miraculeusement épargné, et son portefeuille, avec une 50aine d'euros. C'était tout. Elle resta longtemps sans bouger, tentant de comprendre ce que cela signifiait, comme si la vie s'acharnait à lui retirer le peu qu'elle possédait encore. Une ironie cruelle. Ses parents l'avaient rejetée la veille, et le monde semblait désormais suivre leur exemple. Elle leva les yeux vers le ciel d'hiver, sans colère, juste un vide immense. La neige tombait de nouveau, fondant aussitôt sur ses joues. Les passants qui commençaient à affluer ne prêtaient aucune attention à cette femme assise près du fleuve, les yeux perdus dans l'eau grise. Après un long moment, elle retourna dans la voiture. Elle chercha un endroit où aller, quelqu'un à appeler. Mais qui lui restait-il? Les amis d'autrefois s'étaient éloignés depuis longtemps. Ses collègues la connaissaient à peine. Elle ouvrit la liste de contacts sur son téléphone, faisant défiler des noms devenus étrangers, puis tout en bas un numéro qu'elle n'avait pas effacé. Juliette Delaunay. Ce nom fit naître un souvenir, une époque lointaine, à la faculté des beaux-arts, avant que la peur et la honte ne la réduisent au silence. Juliette avait été cette amie spontanée, toujours souriante, celle qui croyait en elle quand Clémence doutait de tout. Mais 5 ans s'étaient écoulés sans le moindre message. Elle hésita longtemps, le pouce suspendu au-dessus de l'écran. Et si Juliette refusait de lui parler? Si elle ne se souvenait même plus d'elle? Pourtant, il ne restait plus d'autre option. Elle prit une grande inspiration et appuya sur « Appeler ». Les sonneries résonnèrent dans le vide. 1, 2, 3 fois. Puis une voix familière se fit entendre, hésitante, presque incrédule. « Clémence, c'est bien toi ?» Le cœur de la jeune femme manqua un battement. Entendre son prénom prononcé ainsi, avec douceur, brisa quelque chose en elle. La conversation fut brève, d'abord maladroite puis sincère. Juliette écouta sans interrompre, sa voix se teintant d'une compassion réelle. En apprenant ce qui s'était passé, elle ne posa pas de questions inutiles. Elle proposa simplement « Viens à Marseille. Tu pourras rester quelques jours, le temps de reprendre ton souffle. J'ai de la place et ça me ferait plaisir de te revoir. » Clémence resta silencieuse un instant, incapable de répondre. Puis elle acquiesça, la gorge serrée. Elle remercia son ancienne amie, nota l'adresse et se rendit à la gare Pardieu. Le trajet jusqu'à Marseille serait long,
mais elle n'avait plus rien à perdre. En achetant son billet, elle sentit pour la première fois depuis longtemps une petite lueur naître au fond de sa poitrine. Pas encore de l'espoir, mais une direction. Alors que le train quittait le quai, elle observa les toits enneigés de Lyon s'éloigner lentement derrière la vitre. La ville semblait lui tourner le dos. Elle ne savait pas ce que le Sud lui réservait, ni ce qu'elle trouverait là-bas. Mais une chose était certaine, elle ne reviendrait pas en arrière. Et tandis que la neige se changeait en pluie fine sur les vitres du wagon, Clémence ignorait encore qu'un visage inattendu allait bientôt prononcer son nom, ravivant un passé qu'elle croyait disparu pour toujours. Le train roulait à vive allure vers le sud, traversant des paysages endormis, brumeux, où les champs se succédaient sans fin. À l'intérieur du wagon, une chaleur artificielle contrastait violemment avec le froid extérieur. Clémence s'était installée près de la fenêtre, tirant légèrement sur l'écharpe qu'elle portait, tentant d'y dissimuler son visage. Autour d'elle, les passagers semblaient absorbés dans leurs occupations. Certains lisaient, d'autres somnolaient, casques vissés sur les oreilles. Elle regardait défiler les gares sans vraiment les voir, laissant son esprit errer dans un désordre d'émotions qu'elle ne savait plus comment contenir. Elle repensait à l'appel de Juliette. Cette voix qu'elle n'avait pas entendue depuis si longtemps l'avait surprise par sa chaleur intacte. Il n'y avait eu ni reproche, ni distance, seulement une bienveillance désarmante. Juliette avait posé des questions simples, essentielles, comme si ces 5 années de silence n'avaient été qu'un court détour. Clémence n'avait pas su comment lui exprimer sa gratitude. Elle avait simplement dit merci à voix basse, retenant une émotion qu'elle ne se sentait pas prête à libérer. Le wagon ralentissait à l'approche de Valence. Clémence baissa les yeux sur ses mains jointes. Ses ongles étaient rongés, ses doigts rougis par le froid de la nuit passée dans la voiture. Elle se sentait étrangère à elle-même, comme si son corps n'était plus qu'un abri provisoire. Elle n'avait pas dormi, ou si peu, et chaque vibration du train semblait résonner dans ses os. Elle pensa brièvement à appeler sa mère, mais referma aussitôt l'application de téléphone. Il n'y avait plus rien à dire. Ou peut-être que tout avait déjà été dit, d'une manière irréversible. Alors qu'elle essayait de reposer sa tête contre la vitre, une voix se fit entendre à sa droite. Une voix grave, posée, un peu hésitante. « Pardon, mais vous êtes bien Clémence Moreau ?» Elle tourna lentement la tête. Un homme d'une trentaine d'années, grand, aux cheveux légèrement bouclés, la regardait avec un mélange de surprise et d'amusement discret. Il portait une veste en velours foncé, tachée de peinture sèche, et tenait un carnet de croquis sur les genoux. Clémence fronça légèrement les sourcils. Il sourit, puis ajouta « Je crois qu'on était ensemble à la fac, aux Beaux-Arts de Lyon. Moi, c'est Mathieu Sénéchal. » Le nom déclencha un éclair de souvenirs. Des ateliers, des murs couverts de toiles, des débats passionnés sur les mouvements artistiques. Elle se souvint de ce garçon discret mais brillant, toujours assis à l'arrière, esquissant des visages pendant les cours magistraux. Elle se redressa un peu, sans encore sourire. « Oui, je me souviens. Mathieu, tu dessinais tout le temps, même pendant les examens. » Il rit doucement, soulagé qu'elle le reconnaisse. « Je continue, tu sais. Je suis resté dans le domaine. Je bosse dans un petit atelier à Marseille. Je donne des cours, je peins, j'essaie de survivre, comme tout le monde. Et toi, tu fais toujours de la peinture ?» Clémence hésita. Elle baissa les yeux. « Non, plus depuis longtemps. » Un silence s'installa, mais pas un silence gênant. Plutôt une suspension, un espace où les souvenirs semblaient reprendre place. Mathieu l'observa, comme s'il percevait ce qui n'était pas dit. « Je t'avais perdu de vue, tu sais. Un jour, tu n'es plus revenu. Et puis ton nom n'apparaissait plus nulle part. Même sur les forums, plus rien. J'ai eu mes raisons, murmura-t-elle. Il hocha la tête, respectueux. « Tu vas à Marseille pour les fêtes ?» Elle évita son regard. « Non. » Pour fuir un peu. Il ne posa pas d'autres questions. Ils restèrent côte à côte jusqu'à Avignon, échangeant quelques mots de temps à autre, sans entrer dans les détails. Mathieu parlait de ses élèves, de son atelier, de ses expositions modestes. Clémence l'écoutait, sans vraiment répondre, mais sa présence était curieusement apaisante. Il ne semblait pas chercher à percer ses silences, seulement à lui rappeler qu'elle n'était pas invisible. À l'approche de Marseille, les montagnes s'étaient dessinées à l'horizon et la mer devinait son reflet derrière les collines. Le ciel s'éclaircissait et l'air semblait plus doux, même à travers la vitre. Clémence sentit une tension se relâcher en elle, sans savoir pourquoi.
Quand le train entra en gare, Mathieu se leva et prit sa valise. Avant de descendre, il se tourna vers elle. « Tu as un endroit où dormir ce soir ?» Elle acquiesça. « Une amie, Juliette. » Il sourit. « Juliette Delaunay ? C'est fou, je la connais aussi. Le monde est minuscule. » Clémence le regarda, interloquée. « Sérieusement ? On a bossé ensemble sur un projet l'an dernier. Elle m'a beaucoup parlé d'une amie à elle qui avait disparu du jour au lendemain. Je crois que c'était toi. » Ils échangèrent un regard long, presque intime, chargé de non-dits. « Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, mon atelier est rue Saint-Savournin. Tu peux passer quand tu veux. » Elle hocha la tête, émue sans le montrer. Mais à la sortie de la gare, alors qu'elle cherchait Juliette du regard parmi les passants, son téléphone vibra. Un message bref s'afficha. « Clémence, je suis désolé, j'ai eu une urgence. Je ne peux pas t'accueillir ce soir. On se parle demain. » Elle resta figée. L'agitation autour d'elle semblait l'engloutir. Le sol paraissait soudain glissant sous ses pieds. Elle relut le message une seconde fois, espérant une erreur. Mais non, Juliette ne viendrait pas. Elle était seule, dans une ville inconnue, sans plan, sans toit, sans certitude. Une voix s'éleva derrière elle. « Tu peux venir chez moi, juste pour cette nuit. Le canapé est confortable. » Mathieu était là, sa valise posée à ses pieds. Il n'avait pas bougé, comme s'il avait pressenti l'abandon à venir. Clémence le regarda, puis observa la ville qui s'ouvrait devant elle. Marseille, vivante, bruyante, immense. Elle ne savait pas ce qu'elle y trouverait, mais à cet instant précis, l'idée de ne pas être seule suffisait. Elle acquiesça, doucement. Et tandis qu'ils s'éloignaient ensemble, elle ne savait pas encore que ce simple geste allait marquer le début d'un long chemin de reconstruction. Le vent de Marseille gifla doucement le visage de Clémence dès qu'elle quitta la gare. Contrairement au froid sec de Lyon, l'air ici semblait plus humide, chargé d'odeurs salines et de promesses floues. Elle suivit Mathieu sans un mot, traînant sa valise cabossée, cette valise vide désormais, volée de presque tout, sauf d'un ou deux vêtements froissés. Ils marchèrent quelques minutes à travers des ruelles bordées de platanes et d'immeubles décrépits jusqu'à une porte discrète sur une rue étroite. Mathieu déverrouilla l'entrée d'un immeuble ancien, gravissant 2 étages d'un escalier en colimaçon grinçant. Son atelier était un rectangle lumineux, avec de hauts plafonds, de grandes fenêtres donnant sur une cour intérieure, et des murs tachés de peintures couverts de croquis, de toiles inachevées, de photographies punaisées de travers. L'endroit sentait l'huile de lin, la térébenthine et la poussière, mais pas de manière désagréable. Il y avait quelque chose de vivant, de sincère dans ce désordre maîtrisé. Sur une étagère, des piles de livres penchaient dangereusement, et sur une petite table basse, 2 tasses de café froid attendaient d'être débarrassées. Mathieu lui montra un canapé-lit, recouvert d'une couverture en laine grise. Il s'excusa du peu de confort, précisa qu'il n'avait pas eu de visite depuis des mois, puis alla préparer du thé pendant qu'elle s'asseyait lentement, les jambes encore engourdies par le trajet. Il lui apporta une tasse brûlante et s'installa face à elle sur un tabouret bas. Ils parlèrent peu ce soir-là. Clémence expliqua brièvement ce qui s'était passé chez ses parents, le rejet brutal, l'errance dans les rues de Lyon, le vol de ses affaires. Mathieu ne la questionna pas. Il écouta simplement avec une attention sincère. À un moment, elle s'interrompit, la gorge serrée, et baissa les yeux vers sa tasse. Il ne comblait pas les silences, ne cherchait pas à la rassurer. Il respectait ses mots, ses silences, ses hésitations. Clémence dormit d'un sommeil agité, réveillée plusieurs fois par les bruits de la ville, par le grincement des tuyaux, par ses propres pensées. Mais il y avait quelque chose de rassurant dans ce canapé, dans cette pièce pleine de vie et de couleurs, dans la respiration calme de Mathieu, de l'autre côté du rideau improvisé qui séparait le coin nuit de l'atelier. Le lendemain matin, la lumière inondait l'espace, découpant des ombres nettes sur le plancher. Elle se réveilla avant lui et se leva pour explorer un peu. Elle observa les toiles, certaines achevées, d'autres à peine commencées. Des visages expressifs, des corps en mouvement, des scènes urbaines pleines de tension. L'art de Mathieu était fort, intense, sans compromis. Elle s'arrêta devant un tableau inachevé. Une femme assise, de dos, nue, le regard perdu dans une pièce vide. Il y avait quelque chose d'elle dans cette posture, une solitude familière. Mathieu la rejoignit peu après, les cheveux en bataille, un bol de café à la main. Il lui proposa des tartines, du beurre,
un peu de confiture. Ils mangèrent en silence. Après le petit déjeuner, il partit donner un cours à l'école d'art du quartier. Avant de quitter l'atelier, il lui donna un double de la clé. « Tu peux rester le temps que tu veux. Vraiment, tu as besoin d'un endroit pour souffler. Et ça me fait plaisir que tu sois là. » Clémence le remercia sans trop savoir comment exprimer ce que ce geste représentait. Elle resta seule une bonne partie de la journée, alternant entre somnolence, observation des tableaux et longues réflexions. Elle n'avait pas touché un pinceau depuis presque 8 ans. Depuis que son père avait qualifié sa peinture de caprice inutile, elle avait tout rangé, tout abandonné. Elle avait pris un poste dans une agence de communication, dessinée pour d'autres, selon des consignes, des chartes, des logos vides de sens. Elle avait perdu sa voix. En fin d'après-midi, en revenant d'une courte promenade dans les ruelles du quartier, elle trouva une enveloppe déposée sous la porte. Une enveloppe blanche, sans timbre, sans adresse, simplement le nom de Mathieu, écrit en lettres cursives, presque tremblantes. Mais ce qui la figea, ce fut ce qu'elle vit dans le coin inférieur gauche, son propre prénom, Clémence, discrètement écrit, comme une note à la marge. Elle ferma la porte, s'assit lentement sur le canapé et observa l'enveloppe longuement. Elle ne reconnaissait pas l'écriture. Elle hésita par respect à l'ouvrir, mais l'étrangeté de la situation la poussa à briser le pli. À l'intérieur, une lettre manuscrite, brève, soigneusement rédigée. Le texte semblait adressé à Mathieu, mais faisait directement référence à une œuvre signée par Clémence. L'auteur de la lettre, une certaine Élise B., responsable d'une galerie à Paris, l'invitait à venir découvrir une exposition collective en préparation. Elle y évoquait une toile intitulée « Silence sur la mer » qu'elle attribuait à Clémence Moreau et qui aurait été reçue de manière anonyme quelques mois plus tôt. La lettre précisait que l'œuvre avait suscité l'intérêt d'un collectionneur privé et qu'elle souhaitait obtenir confirmation de son authenticité. Clémence relut le texte plusieurs fois, incrédule. Ce tableau, elle se souvenait l'avoir peint, dans les derniers mois avant de tout abandonner. Un paysage côtier abstrait fait de bleu profond et de gris tourmenté. Elle pensait qu'il avait été détruit ou oublié dans les cartons que son père avait jetés lorsqu'elle avait quitté la maison. Comment cette œuvre avait-elle pu réapparaître à Paris? Et pourquoi était-elle associée à son nom maintenant? Elle reposa la lettre, le cœur battant, troublée par une cascade de questions sans réponse. Lorsque Mathieu revint, elle lui tendit la lettre, encore secouée. Il la lut attentivement, fronçant les sourcils. « Ce tableau, c'est bien de toi ?» Elle acquiesça. « Mais je croyais qu'il avait disparu. »« Moi aussi. Il était chez mes parents. Mon père l'a probablement jeté, ou du moins c'est ce qu'il disait. » Mathieu sembla réfléchir. Peut-être qu'il l'a gardé, peut-être qu'il l'a envoyé, ou quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas un hasard si cette lettre arrive ici et maintenant. Clémence ne répondit pas. Elle regardait les murs autour d'elle, les toiles de Mathieu, le désordre créatif, cette vie qu'elle avait fuie si longtemps. Une partie d'elle voulait ignorer cette lettre, la brûler, continuer à disparaître. Mais une autre, plus ténue, plus têtue, voulait comprendre. Elle se leva, prit une feuille blanche et écrivit l'adresse de la galerie parisienne. Peu importe ce que cela signifiait. Elle devait savoir comment ce tableau était réapparu. Elle devait retourner à la source, pas pour les autres, pas pour exposer, mais pour retrouver la part d'elle-même qu'elle avait laissée derrière. Et sans le savoir, en prenant cette décision, elle venait de poser le premier pas vers une vérité bien plus profonde que ce qu'elle avait imaginé. Clémence se réveilla dans la chaleur feutrée de l'atelier, enveloppée par le silence paisible du matin. La lumière du jour filtrait par les grandes fenêtres, projetant une lueur douce sur les toiles éparpillées. Elle observa les traits de peinture fraîche, les coups de pinceau imprécis, et pour la première fois en des années, ressentit un mélange de calme et de désir de toucher à nouveau la peinture, de laisser ses mains traduire ce qu'elle avait gardé enfermé. Elle s'étira longuement, ressentant une torsion légère dans les muscles, comme si tout son corps retrouvait peu à peu un confort oublié. Mathieu avait déjà commencé sa journée. Elle l'entendit dans l'atelier adjacent, feuilletant des croquis ou préparant ses pinceaux. Elle garda un moment le silence, simplement pour savourer le fait d'être là, sans fuite, sans alarme. Le matin était arrivé, mais avec lui ne venait pas de nouvel effondrement. Juste cette possibilité fragile de rester encore un instant. Elle se leva, posa ses pieds nus sur le plancher froid, tira une vieille chemise en coton que Mathieu lui avait proposée la veille
et partit dans une kitchenette coin atelier. Elle prépara un café, l'arôme puissant lui remémora d'anciennes matinées d'art, quand tout était possible, avant que les mots cruels de son père ne viennent éroder la confiance. Le café, noir, amer, lui redonna un peu de force. Assise sur une chaise bancale, elle regardait la ville de Marseille à travers la fenêtre. Les toits variés, les antennes, les gouttières qui ruisselaient doucement avec la pluie fine de la veille, le chant lointain des voitures. Ici, au bout du monde qu'elle avait fui, la vie continuait, sans s'arrêter pour elle, et c'était peut-être ce qui lui convenait. Ne plus attendre un signe, mais avancer quand même. Elle repensa à ses parents, leur maison à Lyon, le rejet brutal, le dernier dîner. Elle repensa à la neige, au silence, au sentiment d'être devenue étrangère chez elle. Maintenant, la distance lui offrait une clarté insoupçonnée. Le rideau intérieur était tombé, et elle se trouvait seule, mais en vie. L'après-midi, elle décida de ranger ses rares affaires, quelques vêtements froissés, le sac cabossé, le reste de ses papiers. Elle entr'ouvrit une des valises trouvées dans la voiture, vide, et déposa à l'intérieur une feuille, celle où elle avait noté l'adresse de la galerie à Paris. Elle cala l'enveloppe dans un coin, garda la lettre sous son oreiller. Elle mit en place dans l'atelier un petit espace pour elle, une table, quelques pinceaux, un carnet vierge. Tout était modeste, insuffisant à ses yeux, mais assez pour commencer. Elle se sentait maladroite, comme si elle entrait à nouveau dans un monde qu'elle avait fui, mais cette fois sans la peur, ou du moins avec une peur différente, moins paralysante, plus tremblante. Le soir venu, le ciel marin s'assombrit et des nuées grises couvrirent les toits. Les odeurs de la mer mélangées à celles de la ville animateur emplissaient l'air. La fatigue se fit sentir, mais pas celle qui écrase. Non, une fatigue douce, celle des heures enfin échangées contre la stagnation. Mathieu revint et proposa qu'ils dînent ensemble. Elle accepta. Ils s'installèrent dans la petite cuisine improvisée. Le repas était simple, pâtes au pesto, salade vert foncé. Ils mangèrent sans hâte. Clémence observa Mathieu, ses gestes calmes, ses habits tachés de peinture, sa manière de manier une fourchette comme s'il manipulait un outil de création. Elle réalisa qu'elle l'admirait, non pour ce qu'il était devenu, mais pour ce qu'il avait continué de croire possible. Elle lui parla de sa vie d'avant la fuite, le travail en agence de communication, l'absence de sens, la peinture remisée au profit de la sécurité. Elle ne parla pas de son père, ni de la phrase terrible prononcée la veille. Elle n'en avait pas la force. Mais elle confessa qu'elle avait peur, peur de ne plus savoir qui elle était, peur que ce refuge fragile soit aussi temporaire que l'instant passé à Lyon. Mathieu ne répondit pas immédiatement. Il la regarda puis dit « Prends le temps qu'il te faut ». Il ne la poussa pas, il la laissa. Et cette détente fit toute la différence. Après le dîner, elle retourna dans le coin qu'elle avait aménagé. Elle prit le carnet vierge, ouvrit la première page. Elle posa la plume. Elle ne dessinait pas encore, elle hésitait. Elle ferma les yeux un instant, puis esquissa quelques traits à la mine légère, une forme vague, un visage flou. Elle se releva, fit quelques pas, retourna, regarda ce qu'elle venait de tracer. Le tableau en germe lui sembla trop honnête, trop vulnérable. Elle retira le carnet de la table, le posa sur une pile de livres, comme un secret à protéger. Elle s'allongea sur le canapé, enveloppée par la couverture grise. Les murs semblaient respirer autour d'elle, l'atelier devenir un organisme vivant, paisible. Elle pensa que peut-être ce n'était pas le fait d'être accueillie qui importait le plus, mais le fait d'être vue. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la voyait sans jugement, sans attente. Cela lui insufflait quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer encore, l'autorisation à exister. Elle s'endormit non pas dans un état d'effondrement, mais dans celui d'une brindille qui tente de pousser à travers le bitume. Le lendemain matin, elle se leva tôt, les idées claires dans une moiteur lente. Elle prit la clé que Mathieu lui avait offerte, ouvrit la porte sur la rue encore calme. Elle s'engagea dans une promenade, sans but véritable, mais consciente de ses pas. Les murs de Marseille, les bruits, les couleurs, tout lui rappelait qu'elle avait choisi de ne plus rester spectatrice de sa propre vie. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire de cette nouvelle liberté. Elle ne savait pas encore comment réparer les blessures, comment retrouver la confiance. Mais elle était là, dans cet atelier, libre d'écouter ce qu'elle ne s'était pas permis entendre. Et tandis qu'elle retournait dans l'atelier pour écrire un peu, pour respirer un peu,
La lettre dans sa poche vibra à nouveau à son insu, comme un rappel silencieux que le passé ne disparaît pas sans trace. Elle ne l'ouvrit pas encore. Elle remit son manteau et sortit à nouveau, vers la mer. Le vent l'accueillit cette fois non comme une blessure, mais comme un compagnon. Elle pensa au chemin parcouru depuis Lyon jusqu'ici. Elle ne voyait pas tout, ne mesurait pas tout, mais elle sentait que la reconstruction ne serait pas linéaire. Elle sentait aussi que la solitude n'était plus un piège, mais un espace où renaître. Alors que le soleil se couchait et que la lumière déclinait, elle revint à l'atelier. Elle prit la lettre, la posa sur la table, la regarda longuement avant de fermer la porte. Et dans ce geste simple, elle réalisa que la vie qu'elle fuyait avait désormais un visage à regarder et peut-être à réinventer. La lettre était restée posée sur la table pendant 2 jours. Clémence passait devant elle sans la toucher, comme si le simple fait de savoir qu'elle existait suffisait à perturber son équilibre fragile. Elle s'efforçait de ne pas y penser, de se concentrer sur les gestes du quotidien. Préparer le café le matin, ranger un peu l'atelier, observer Mathieu pendant qu'il travaillait ou qu'il expliquait la composition à ses élèves venus assister à ses ateliers. Elle se laissait absorber par ces fragments de routine, mais dans les moments de silence, son regard revenait inlassablement vers l'enveloppe. Chaque fois, la même sensation revenait. Une tension dans le ventre, une hésitation entre peur et curiosité. Le 3e matin, après une nuit marquée par des rêves confus et une insomnie persistante, elle se leva avant l'aube. L'atelier baignait dans une lumière bleue encore timide. Elle s'assit à la table, inspira profondément et prit enfin l'enveloppe. Elle en sortit la lettre et la relut, mot à mot. Le texte ne laissait pas de place au doute. La toile intitulée « Silence sur la mer » avait été envoyée à la galerie par une personne qui n'avait laissé aucun nom, mais l'œuvre portait bien la signature de Clémence Moreau et une date approximative correspondant à ses dernières années d'activité. Le ton de la lettre était à la fois professionnel et personnel. Élise, la curatrice, expliquait qu'elle organisait une exposition sur le thème de la mémoire artistique perdue et qu'elle souhaitait inclure cette œuvre si son authenticité était confirmée. Elle invitait Clémence à se rendre à Paris pour en discuter et peut-être participer à l'événement, précisant qu'un déplacement serait entièrement pris en charge par la galerie. Clémence resta un long moment à fixer les mots. Elle ne se souvenait pas avoir signé cette toile. Elle en avait fait beaucoup dans les dernières semaines avant son départ, des séries entières qu'elle avait abandonnées chez ses parents dans une chambre d'amis, reconvertie en débarras. À l'époque, elle était trop brisée pour penser à l'avenir de ses créations. Elle avait tout laissé là, pensant que rien ne valait la peine d'être gardé. Elle se rappelait avoir supplié son père de ne pas jeter ses affaires et lui l'avait regardé sans répondre. Quelques jours plus tard, il lui avait annoncé qu'il avait tout trié d'un ton sec. Elle avait compris que cela voulait dire « tout avait disparu ». Le fait que cette toile ait survécu, qu'elle ait voyagé, qu'elle soit arrivée dans une galerie à Paris, avec son nom encore dessus, était à la fois une énigme et une blessure ouverte. Cela soulevait des questions qu'elle n'avait jamais envisagées. Qui avait récupéré le tableau? Pourquoi l'envoyer à une galerie? Pourquoi maintenant? Mathieu entra dans la pièce au moment où elle rangeait la lettre. Il lui lança un regard interrogatif. « Tu l'as enfin ouverte ?» Elle acquiesça. « C'est bien ma toile. J'en suis presque sûr. Mais je ne sais pas comment elle a atterri à Paris. » Il s'assit en face d'elle sans rien dire. Clémence hésita puis ajouta « Elle était censée être partie avec tout le reste. Mon père disait qu'il avait tout jeté. Il y a forcément une pièce manquante dans cette histoire. Tu veux y aller? Je crois que je dois y aller. Je ne peux pas rester ici à faire semblant de ne pas être concerné. Si c'est vraiment une de mes œuvres, et si elle a été exposée sous mon nom, alors il faut que je sache ce qui s'est passé. » Mathieu acquiesça sans essayer de la dissuader. Il lui proposa de l'accompagner à la gare, ou même à Paris si elle préférait. Mais elle refusa. Ce voyage, elle devait le faire seule. Pas parce qu'elle voulait s'éloigner de lui, mais parce qu'elle sentait que ce moment ne pouvait appartenir qu'à elle. Elle réserva un billet pour le lendemain matin. Une fois la décision prise, une sorte de calme étrange s'installa. Pas de soulagement, pas de joie, juste la sensation que quelque chose, enfin, allait peut-être se résoudre. Le lendemain, elle monta dans le train avec un sac léger. Elle s'assit près de la vitre, regardant le paysage défiler dans un flou brun et gris. Le trajet fut silencieux. Elle tenta de lire, mais ses yeux glissaient sur les lignes sans les absorber.
Elle finit par s'abandonner à la monotonie du mouvement, se laissant bercer par le rythme régulier du train. Arrivée à Paris en début d'après-midi, elle prit le métro jusqu'à la galerie située dans le 11e arrondissement. Le quartier lui sembla familier et étranger à la fois. Les rues étroites, les cafés bondés, les passants pressés, tout rappelait une vie qu'elle n'avait jamais vraiment vécue, mais qu'elle avait rêvée autrefois, quand elle croyait encore qu'elle aurait un jour sa propre exposition. La galerie était modeste, avec une façade blanche sobre, sans prétention. À l'intérieur, l'espace était baigné de lumière naturelle, les murs garnis de toiles de formats variés. Une femme d'une quarantaine d'années, brune, énergique, l'accueillit avec un sourire sincère. « Vous êtes Clémence Moreau ? Je suis Élise. Merci d'être venue. » Clémence hocha la tête, serrant la main qu'on lui tendait. « Je suis encore surprise de cette invitation. Je ne pensais pas qu'une de mes toiles existait encore, et encore moins qu'elle circulait à Paris. Nous aussi, on a été surpris. La toile est arrivée par transporteur, avec juste une étiquette mentionnant votre nom, sans explication. Elle a quelque chose de puissant, de profondément personnel. » Elle mena Clémence dans une pièce adjacente. Au centre du mur, suspendu avec soin, se trouvait Silence sur la mer. Clémence sentit un vertige l'envahir. Elle reconnut les nuances de bleu, le rythme des traits, le mouvement presque mélancolique de l'horizon peint. Elle n'avait aucun doute, c'était bien son œuvre. « Il y a une chose de plus, » ajouta Élise. Une note manuscrite accompagnait la toile. « On l'a rangée avec les documents administratifs, mais vous devriez la lire. » Elle alla chercher une chemise qu'elle tendit à Clémence. À l'intérieur, sur un papier jauni, une écriture familière. Ce n'était pas la sienne. Elle reconnut immédiatement la plume ferme, légèrement inclinée, de son père. La note disait simplement « Pour elle ». Pour qu'on n'oublie pas qu'elle a toujours su peindre ce qu'on ne sait pas dire. Clémence resta figée, la note entre les doigts. Son cœur battait fort. Une faille venait de s'ouvrir, là, au beau milieu du sol. Ce tableau n'avait pas été perdu. Il avait été gardé, protégé, offert peut-être. Et si son père avait menti en disant avoir tout jeté, ce n'était peut-être pas par cruauté. Mais alors pourquoi ? Pourquoi cette haine apparente, cette phrase glaciale à Noël, si au fond il avait été celui qui croyait encore à son talent ? Elle reposa la note, les mains tremblantes. Elle remercia Élise, promit de la recontacter bientôt, puis sortit de la galerie. Dehors, le bruit de Paris l'enveloppa à nouveau. Mais dans sa poitrine, ce n'était plus du vide. C'était un désordre nouveau, une urgence, une nécessité. Elle comprit qu'elle devait creuser, retrouver les morceaux. Parce qu'au milieu de l'abandon, une main invisible avait tenté en silence de réparer quelque chose. Et Clémence n'allait pas faire semblant de ne pas l'avoir vu. Clémence marcha dans les rues de Paris avec la lettre de son père pliée dans la poche intérieure de son manteau. Le papier, à peine jauni, froisse légèrement contre la doublure à chaque pas. Elle s'est arrêtée dans un café minuscule, presque vide à cette heure de l'après-midi, et a commandé un café noir sans sucre qu'elle n'a toujours pas bu. À travers la vitre embuée, elle observe les passants sans vraiment les voir. Son esprit est ailleurs, prisonnier de cette phrase tracée de la main de son père, à la fois sèche et touchante. Pour elle, pour qu'on n'oublie pas qu'elle a toujours su peindre ce qu'on ne sait pas dire. Ces mots sont comme une blessure ancienne qu'on gratte jusqu'au sang, mais aussi comme une brèche dans un mur, qu'elle croyait indestructible. Comment cet homme, si froid, si catégorique dans son rejet, pouvait-il être celui qui avait envoyé ce tableau à Paris? Elle cherche des explications logiques. Peut-être a-t-il changé d'avis avec le temps, peut-être ne savait-il pas comment lui dire qu'il regrettait. Peut-être aussi qu'il n'a jamais su l'aimer, mais qu'il a su la reconnaître comme artiste. C'est mince, c'est ambigu, c'est douloureusement incomplet, mais c'est quelque chose. Et dans le silence que sa famille a toujours cultivé, c'est presque une confession. En quittant le café, elle décide d'aller au bout de ce fil. Elle retourne à la galerie pour demander l'accès aux archives d'envoi, espérant y trouver une information concrète sur la provenance du tableau. Élise est encore sur place, plongée dans la préparation d'une prochaine exposition, mais elle l'accueille avec bienveillance. Elle l'amène dans une petite pièce à l'arrière, où sont empilées des boîtes de documents, d'étiquettes, de reçus de transport et de formulaires divers. Après une heure de recherche méthodique, Clémence tombe sur un bordereau de dépôt, daté de 2 mois plus tôt. L'adresse de l'expéditeur n'est pas renseignée en entier, seulement une indication manuscrite. Dépôt anonyme, remis par un proche. En marge, une annotation. Confirmé par téléphone avec M. Moreau,
père de l'artiste, contacté le lendemain de la réception. Clémence sent son estomac se contracter. Ce n'est pas une supposition. La galerie a bel et bien parlé à son père. Il a confirmé l'authenticité. Il savait. Il avait permis que cette œuvre lui survive, qu'elle reçoive une nouvelle lumière, alors même qu'il lui refusait la parole. Elle remercie Élise, qui perçoit dans ses yeux la nécessité de partir. Elle descend dans la rue, appelle immédiatement la gare et réserve un billet pour Lyon le soir même. Elle ne sait pas encore ce qu'elle dira à sa mère, ni si elle pourra approcher son père. Elle ne sait même pas s'il acceptera de la voir. Mais il ne s'agit plus de demander une validation ou un pardon. Il s'agit de vérité, et cette vérité ne peut être ignorée plus longtemps. Dans le train vers Lyon, la nuit est tombée. Elle regarde les lumières filer, les visages endormis autour d'elle, les téléphones allumés comme des lampes individuelles dans l'obscurité collective du wagon. Elle revoit la scène du dîner de Noël, son père qui la fixe avec une dureté glaçante, sa mère qui détourne le regard, et elle, debout, le cœur arraché, mais les larmes retenues. À ce moment-là, elle avait cru à la fin absolue. Aujourd'hui, elle comprend que cette fin était une fissure dans un mur déjà fragilisé. À son arrivée, elle prend un taxi jusqu'à la maison familiale. Rien n'a changé dans la rue. Les mêmes lampadaires, les mêmes haies taillées à la perfection, la même façade sobre blanche sans expression. Elle descend du véhicule, avance lentement. Sa main tremble lorsqu'elle appuie sur la sonnette. C'est sa mère qui ouvre, le visage pâle, les traits tirés. Elle ne dit rien, Clémence non plus. Le silence dure quelques secondes, comme suspendu, puis la mère se pousse légèrement pour la laisser entrer. À l'intérieur, l'air sent le linge propre, les fleurs fanées, et ce parfum discret que sa mère a toujours porté. Clémence reste debout, ne retire pas son manteau. Sa mère ferme la porte derrière elle, avance lentement vers le salon. Les lumières sont tamisées. Sur la table basse, un livre ouvert, une tasse à moitié pleine. Elle s'assoit dans un fauteuil, les mains jointes sur les genoux. « Tu as reçu la lettre » dit-elle enfin d'une voix lasse. Clémence hoche la tête. « Et tu savais qu'il l'avait envoyée ?»« Oui, il m'en avait parlé. Il ne voulait pas que tu le saches. Il voulait que le tableau parle pour lui. » Clémence s'assied en face, ses doigts crispés sur la coudoir. « Pourquoi ne pas m'avoir dit qu'il l'avait gardé? Pourquoi faire comme si tout avait été jeté? Il avait peur que tu comprennes mal. Peur que tu penses que c'était un pardon. Et il ne savait pas comment revenir en arrière. Il pensait que ce serait plus simple si tu ne savais rien. Ce n'est pas plus simple, c'est pire. » Sa mère baisse les yeux. « Tu n'étais pas là, Clémence. Tu as coupé les ponts. Il a mal réagi, mais il n'est pas que ce qu'il t'a dit ce soir-là. Il était déjà malade, même s'il ne voulait pas l'admettre. » Clémence se redresse. « Malade ?» Sa mère lève enfin les yeux vers elle. « Il a été diagnostiqué il y a 1 an. Une forme de dégénérescence neurologique. Au début, c'était léger, des oublis, des colères soudaines. Mais ça s'est aggravé. Et cette année, ça a pris un tournant. Clémence sent le monde s'arrêter. Les pièces se déplacent dans son esprit, sans logique. Tu veux dire que... La phrase de Noël, « Je ne dis pas qu'il ne la pensait pas », murmure sa mère, « mais je dis qu'il n'était pas lui-même, qu'il n'est plus tout à fait lui depuis des mois. » Clémence se lève lentement. Où est-il maintenant? À l'hôpital. Depuis 2 jours. Il a fait une chute. Rien de grave physiquement, mais les médecins ont jugé qu'il fallait l'évaluer plus sérieusement. Le silence retombe, plus dense qu'avant. Clémence sent que ce qu'elle croyait vouloir, une confrontation, une explication, n'a plus le même poids. La réalité est plus complexe. Elle ne sait plus si elle est en colère ou en deuil, si elle doit accuser ou consoler. Elle regarde autour d'elle, les photos de famille figées sur les murs, les meubles qu'elle connaît par cœur, le tapis sur lequel elle a appris à marcher. Tout est là, inchangé. Et pourtant, plus rien n'est pareil. Elle relève les yeux vers sa mère, qui semble vieille, tout à coup vidée. J'irai le voir. Elle ne sait pas encore ce qu'elle dira à cet homme alité, dont l'esprit s'efface peu à peu. Elle ne sait même pas s'il la reconnaîtra. Mais elle sait que le temps est compté et que certaines vérités n'attendent pas. Elle ne veut plus que les choses soient tues, dissimulées, retardées. Elle a vécu dans le silence trop longtemps. Maintenant, elle veut entendre, comprendre et peut-être pardonner. Le couloir de l'hôpital sentait le désinfectant et les souvenirs refoulés. Clémence marchait lentement, ses bottes résonnant sur le sol en lino trop propre. Le néon au-dessus de sa tête clignotait par instants, comme s'il hésitait à faire pleinement son travail. Elle tenait un petit sac dans la main,
Une bouteille d'eau, un carnet, un stylo, rien de personnel, rien de trop intime. Juste de quoi ne pas arriver les mains vides, comme si cela pouvait l'aider à supporter ce moment. Sa mère marchait à ses côtés, plus silencieuse que jamais. Elle n'avait presque pas parlé dans la voiture, chacune plongée dans ses pensées, dans une sorte de repli presque physique. Ni tension, ni tendresse. Simplement une cohabitation d'émotions que les mots n'arrivaient pas encore à traverser. Elles s'arrêtèrent devant la porte du service. La mère pressa le bouton de l'interphone. Une voix répondit, professionnelle, neutre. Une infirmière apparut quelques secondes plus tard, ouvrit la porte et leur indiqua d'entrer. Le couloir intérieur était plus calme. Les murs beige pâle, les affiches éducatives, les voix basses, les bruits de roues de chariots de médicaments. Clémence se sentait étrangère à tout ce décor. Elle suivait sa mère jusqu'à la chambre 53. La porte était entr'ouverte. Elle la poussa doucement. La chambre baignait dans une lumière blanche. Son père était là, allongé sur un lit médicalisé, les yeux fermés. Il avait maigri, son visage semblait plus vieux qu'elle ne l'aurait imaginé. Ses cheveux, autrefois si soigneusement coiffés, étaient en désordre. Il portait un pyjama d'hôpital, trop large, et une couverture lui couvrait les jambes. À côté du lit, un électrocardiogramme émettait des bips réguliers. Un tube à oxygène passait sous son nez. Sur la table de chevet, un verre d'eau à moitié vide et un livre à la tranche cassée. Clémence resta plantée sur le seuil, incapable d'avancer. Sa mère, elle, entra calmement, posa son sac sur une chaise et s'approcha du lit. Elle parla doucement, presque en murmurant comme si son mari dormait. Elle posa une main sur son bras puis se tourna vers Clémence. « Tu veux rester seule avec lui ?» Elle acquiesça. Sa mère sortit sans un mot, refermant la porte derrière elle. Clémence avança lentement, tira une chaise, s'assit près du lit. Elle observa ce visage familier, mais marqué. Elle ne reconnaissait pas immédiatement l'homme qu'elle avait connu. Il semblait affaibli, détaché de toute autorité. Elle attendit quelques minutes. Il finit par ouvrir les yeux, lentement, avec difficulté. Son regard mit un moment à se fixer. Lorsqu'il la vit, il ne réagit pas tout de suite. Puis un éclair de conscience, bref, traversa son regard. Il murmura « Clémence ». Elle sentit sa gorge se serrer. « Bonjour, papa ». Il tenta de se redresser, mais elle posa doucement une main sur son épaule. « Ne bouge pas. Reste comme tu es. » Il hocha la tête, doucement. Son souffle était court. Il reprit. « Tu es venu… »« Oui. Maman m'a dit que tu étais ici. » Il la regardait comme s'il tentait de vérifier que c'était bien elle, que cette image n'était pas un produit de son esprit confus. Puis il ferma les yeux un instant, soupira. « Je ne t'ai pas bien aimé. » Cette phrase tomba entre eux comme un objet tranchant. Clémence resta silencieuse. Il poursuivit. « Je n'ai jamais su comment te comprendre. Tu étais différente. Je n'aimais pas ça. » Elle sentit la douleur monter, mais ne dit rien. Elle voulait entendre, juste entendre. « Et quand tu es partie, je t'en ai voulu. J'ai dit que tu avais tout abandonné. Mais c'était moi, Clémence. C'était moi qui avais tout laissé tomber. » Elle sentit les larmes monter, mais les contint. « Pourquoi tu as envoyé ce tableau ?» Il mit du temps à répondre. « Parce que j'ai toujours su que tu étais douée, même si je refusais de le dire, même si je faisais tout pour te décourager. Ce tableau, je l'ai gardé dans le grenier. Je ne voulais pas le voir, mais je ne pouvais pas le jeter. Et puis un jour, je l'ai regardé longtemps, et j'ai su que c'était moi qui étais à côté. Alors j'ai demandé à quelqu'un de l'envoyer. Je ne pouvais pas le faire directement. » Elle resta figée. « Tu as dit à Noël que le plus beau cadeau serait que je disparaisse. » Il détourna le regard. « Oui, je me souviens. Enfin, en partie. C'est flou. Mais je me souviens de la colère, de la fatigue. Je n'étais déjà plus moi-même. Ce que j'ai dit, c'était monstrueux. Et je n'ai aucune excuse valable. » Le silence s'installa. Clémence sentit que ces mots, aussi douloureux soient-ils, étaient aussi une forme de vérité que son père n'avait jamais pu lui offrir. « Tu m'as blessé, papa, plus que tu ne peux l'imaginer. » Il ferma les yeux. Une larme glissa sur sa tempe. « Je sais, et je le regrette. » Elle resta assise, à l'écouter respirer, à observer les signes du corps fatigué. Puis elle sortit le carnet qu'elle avait apporté, le posa sur la table et écrivit quelques lignes. Ce n'était pas une lettre, juste des mots, quelques phrases tracées sans préparation,
sans brouillon. Elle le referma et le laissa là, sans le lire à voix haute. Elle se leva, le regarda une dernière fois. Il ouvrit les yeux, lui sourit faiblement. « Tu vas revenir ?» Elle hésita. « Je ne sais pas, mais je voulais entendre ça. » Elle sortit, traversa le couloir d'un pas lent. Sa mère l'attendait dans le hall, debout, inquiète. Clémence ne dit rien. Elles sortirent ensemble, le froid de la nuit tombait les enveloppant. Dans la voiture, Clémence posa sa tête contre la vitre. Elle ne pleura pas. Pas encore. Mais quelque chose s'était déplacé en elle. Non pas une réconciliation, pas une réparation, mais une brèche où peut-être le silence pouvait enfin laisser entrer autre chose que la douleur. Clémence passa la nuit à l'hôtel, incapable de retourner dans la maison familiale. Elle a besoin d'espace, de distance, de silence pour comprendre ce qui vient de se produire. Elle reste longtemps allongée sur le lit étroit, les yeux grands ouverts, à fixer le plafond. Elle se repasse en boucle les paroles de son père, son visage affaibli, les aveux tremblants, cette reconnaissance tardive qu'elle avait attendue toute sa vie sans même savoir comment la recevoir. Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas une explication complète. C'était un fragment de lucidité, au bord du déclin, dans un moment suspendu entre lucidité et déclin. Et maintenant, elle doit décider ce qu'elle va en faire. Le lendemain matin, elle se réveille très tôt, en sursaut. Elle se douche rapidement, boit un café amer à la réception de l'hôtel, puis sort dans les rues froides de Lyon. Elle déambule longtemps sans but précis. La ville est familière, mais elle ne s'y sent plus chez elle. Chaque coin de rue lui rappelle quelque chose. Une dispute, une absence, un silence trop long, une attente déçue. Elle passe devant son ancien lycée, devant la bibliothèque municipale, devant le petit parc où elle dessinait enfant, assise sur un banc, les genoux repliés sous le menton. Elle se sent étrangère à cette ville. Pas parce qu'elle a changé, mais parce que c'est elle qui ne s'y reconnaît plus. Elle retourne brièvement à la maison pour saluer sa mère, qui lui ouvre la porte sans mots. Elles échangent quelques phrases banales, presque mécaniques. Clémence la remercie pour l'avoir accompagnée, pour avoir expliqué la situation. Sa mère hoche la tête, dit qu'elle espère qu'elle reviendra. Clémence ne promet rien. Elle part rapidement, préférant ne pas s'attarder. Tout dans cette maison semble figé, comme un musée de leur incapacité à s'aimer autrement que par absence. À la gare, elle prend un billet pour Marseille. Le retour est immédiat, instinctif. Elle ne fuit pas. Elle revient à l'endroit où quelque chose a commencé à se reconstruire. Dans le train, elle regarde par la fenêtre, les doigts posés sur le rebord. Elle pense à Mathieu, à la lumière douce de l'atelier, au désordre des pinceaux, aux toiles accrochées de travers. Elle pense à ce qu'elle a laissé en partant. Une esquisse à peine entamée, un carnet à demi rempli, une ébauche de voix retrouvée. En arrivant à Marseille, l'air lui semble plus chaud, plus vivant, malgré la saison. Elle remonte les rues familières, prend le tramway, s'arrête devant la porte de l'atelier. Elle frappe doucement. Mathieu ouvre presque aussitôt, surpris de la voir si tôt. Il n'attend aucune explication. Il lui fait signe d'entrer, lui offre un café. Elle s'assoit, retire son manteau, regarde autour d'elle comme si elle revenait d'un autre pays. Ils échangent peu de mots au début. Il sent qu'elle n'a pas encore digéré tout ce qu'elle a vécu. Mais à sa manière, il reste proche, attentif, sans envahir. Clémence finit par lui raconter ce qui s'est passé à l'hôpital. Les mots sortent lentement, parfois en désordre. Elle raconte la chambre, le visage de son père, sa voix faible, les aveux. Elle parle de sa mère, de la fatigue dans son regard, de l'incapacité à dire quoi que ce soit d'autre que ce qui est strictement nécessaire. Elle parle du choix qu'elle sent se dessiner devant elle. Revenir à Lyon, essayer de reconstruire une relation avec ses parents, accompagner son père dans ses derniers moments, ou rester ici, poursuivre le travail intérieur qu'elle avait à peine commencé, continuer à peindre, à retrouver sa voix. Mathieu l'écoute sans jamais l'interrompre. Quand elle termine, il lui demande doucement « Et toi, qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Elle réfléchit longtemps avant de répondre. Elle regarde autour d'elle, la lumière sur les toiles, le carnet posé exactement où elle l'avait laissé, la tasse qu'il utilise toujours pour ses brosses sales. « Je veux vivre, pas juste survivre. Je veux arrêter de me définir par ce que mes parents n'ont pas su être. Je ne veux plus chercher leur reconnaissance comme une dette à solder. Je veux peindre, mais pour moi. Et si je dois me réconcilier avec eux, ce ne sera pas au prix de mon effacement. » Il hoche la tête, comprend.
Il ne lui dit pas quoi faire. Il n'essaie pas de résoudre le dilemme à sa place. Mais il lui rappelle qu'elle a le droit de choisir. Pas par culpabilité, mais par lucidité. Les jours suivants, Clémence s'installe à nouveau dans l'atelier. Elle reprend ses habitudes. Elle réorganise son espace, reprend le carnet, recommence à peindre. Ce ne sont pas encore des œuvres, mais des gestes de réappropriation, des formes floues, des couleurs franches, des silhouettes suggérées. Chaque trait est une négociation entre ce qu'elle a été et ce qu'elle devient. Elle envoie un message à sa mère, simple, sans promesse. « Je suis bien arrivée, je reviendrai quand je serai prête ». Elle n'attend pas de réponse immédiate. Elle sait que ce type de lien prendra du temps, ou peut-être ne se réparera jamais complètement. Mais pour la première fois, elle ne ressent plus l'urgence de combler ce vide. Il peut exister sans la dévorer. Un matin, alors qu'elle nettoie ses pinceaux, elle entend frapper à la porte. Elle ouvre surprise. Un homme d'une 50aine d'années se tient là, l'air gêné. Il se présente comme étant un ami d'Élise, la curatrice de la galerie à Paris. Il dit avoir été touché par son tableau et souhaite lui proposer de participer à une exposition en son nom propre. Elle écoute, un peu incrédule. Il n'a pas de promesse de gloire, pas de contrat en main, juste une invitation à continuer. Elle accepte de réfléchir. Elle veut d'abord finir une série qu'elle a commencée, une série sur les absents, sur les silences, sur ce que les corps ne disent pas, mais que les couleurs trahissent. Le choix est fait, en réalité. Elle ne retournera pas vivre à Lyon. Elle reviendra peut-être pour dire au revoir. Mais sa vie est ici, dans cette lumière, dans cette ville qui ne l'attendait pas mais qui l'a accueillie sans condition. Le passé ne la définit plus. Il ne lui dicte plus ses gestes. Il reste là comme une cicatrice. Mais elle ne saigne plus. Ce jour-là, elle sort marcher près du vieux port. Le vent est fort, mais le soleil perce à travers les nuages. Elle s'assoit sur un banc, observe les mouettes, les enfants qui jouent, les gens qui vivent. Et elle sent que pour la première fois depuis longtemps, elle fait partie de ce mouvement. Elle n'est plus à la marge. Elle est là, entière et libre. Le jour suivant, Clémence se rendit à nouveau à l'hôpital, cette fois seule. Elle avait passé la nuit à repenser à tout ce qui s'était dit, à ce qui restait encore suspendu entre elle et son père. L'atelier de Mathieu était silencieux à l'aube. Elle n'avait presque pas dormi, mais elle n'en ressentait ni fatigue ni impatience. Il fallait revenir là-bas non par devoir, mais pour affronter l'espace vide qu'ils avaient laissé trop longtemps s'installer entre eux. En marchant vers la gare, elle pensa au tableau exposé à Paris, à la note manuscrite, à cette décision qu'il avait prise de le conserver, de le transmettre. Ce geste ne réparait rien, mais il ouvrait une brèche qu'elle voulait comprendre. Arrivée à l'hôpital, elle prit le même couloir que la fois précédente. Elle reconnut l'infirmière qui lui fit un signe discret. Devant la porte, elle prit une grande inspiration. Cette fois, elle ne voulait pas que les mots soient dictés par l'urgence ou l'émotion. Elle voulait poser des questions, entendre, vérifier que ce qui restait à dire pouvait encore l'être. Lorsqu'elle entra, son père était réveillé. Il tournait la tête vers la fenêtre, là où le soleil matinal dessinait une ligne pâle sur le rebord. Il la vit et sourit, un sourire faible, presque absent. Elle s'approcha du lit, posa son sac sur la chaise et resta debout. Il parla le premier. « Tu es revenu. » « Oui. » Il ferma un instant les yeux comme pour s'assurer qu'elle n'était pas une vision passagère. « Tu veux t'asseoir » Elle tira la chaise, s'installa à côté. Elle ne sortit pas de carnet cette fois. Elle ne voulait pas se protéger derrière des objets. « J'ai des choses à te demander, dit-elle. Il acquiesça lentement. « Je t'écoute. » Elle hésita, puis se lança. « Pourquoi est-ce que tu n'as jamais pu me parler de ce que tu ressentais, de ce que tu attendais de moi ? Même quand j'étais enfant, j'avais l'impression d'être une sorte d'erreur dans votre vie. » Il mit un moment à répondre. Il regardait devant lui, mais semblait s'adresser à quelque chose de lointain. « Parce que j'avais peur. Peur de ne pas comprendre qui tu étais. Tu n'étais pas comme les autres enfants. Tu posais des questions qui me dérangeaient. Tu peignais des choses que je ne comprenais pas. Et j'ai cru que si je mettais de la distance, je garderais le contrôle. Tu as gardé ce tableau. Et tu l'as envoyé, pourquoi ? Parce que je voulais que quelqu'un le voie, que quelqu'un sache que tu avais ce don. Je n'avais pas les mots pour te le dire directement, alors j'ai fait ce que je pouvais. Tu pensais que j'allais comprendre ce geste comme un message ? Il hocha la tête. Peut-être. Ou peut-être que je voulais juste faire quelque chose qui ne serait pas un échec complet. Clémence le regardait,
cherchant à reconnaître l'homme qu'elle avait craint, l'homme qui avait pesé si lourd dans ses choix. Il paraissait maintenant plus humain, plus incertain, et cette vulnérabilité la désarmait. « Tu m'as dit que tu ne savais pas aimer correctement, dit-elle. Mais il y a des années, tu aurais pu essayer. Tu aurais pu me parler, me dire que tu étais perdu. Moi aussi, je l'étais. » Il eut un sourire triste. « Je le sais maintenant, mais à l'époque, je ne pouvais pas le voir. J'étais pris dans mes propres limites, dans ma propre éducation, dans mes silences. Un silence s'installa. Il n'était plus pesant, mais plein de mémoire. Clémence se leva, alla jusqu'à la fenêtre, observa les arbres au loin, les voitures sur le périphérique. Elle se tourna vers lui. « Je ne suis pas venu pour que tu me demandes pardon. Je suis venu pour dire que ce que j'ai construit, je ne le dois pas à ton absence. Je l'ai construit malgré elle, et je ne sais pas si je te pardonne. Mais je peux continuer à vivre sans cette colère permanente. Je peux la poser ici, entre nous. » Il acquiesça, les yeux brillants. « C'est tout ce que je peux espérer. » Elle s'approcha du lit, lui prit la main. Ce n'était pas une réconciliation théâtrale, pas une scène de pardon hollywoodien. C'était un geste humain, simple, brut. Il ne chercha pas à serrer sa main. Il la laissa là, posée sur la sienne. « J'ai gardé un autre tableau, » murmura-t-il. « Il est dans la maison. Je voulais le brûler un jour, puis je me suis ravisé. Il est à toi. » Elle acquiesça sans répondre. Quand elle quitta l'hôpital ce jour-là, elle marcha sans but dans les rues de Lyon. Elle n'avait pas besoin de réfléchir à ce qui venait d'être dit. Elle l'avait entendu, elle l'avait reçu. Elle savait que son père n'avait plus beaucoup de temps. Elle reviendrait peut-être, pas pour prolonger le passé, mais pour l'accompagner dans sa fin. Elle passa par la maison familiale. Sa mère l'attendait. Elles entrèrent ensemble, montèrent au grenier. Dans un coin recouvert d'un vieux drap se trouvait un tableau. Clémence le découvrit. C'était une version inachevée d'un portrait qu'elle avait peint adolescente. Le regard d'une jeune fille, flou, incertain, mais vivant. Elle comprit que ce regard, c'était le sien. Elle l'emporta avec elle, sans mots. Sa mère ne posa pas de questions. En partant, Clémence sut qu'elle ne reviendrait pas de sitôt. Mais cette fois, ce départ ne ressemblait pas à une fuite. C'était une étape. Dans le train pour Marseille, elle s'assit face au tableau emballé. Le passé était là, tangible, mais il ne pesait plus. Elle rentrait chez elle, dans un lieu qu'elle avait choisi, auprès de personnes qui l'acceptaient sans la définir. Et ce soir-là, en posant le tableau contre le mur de l'atelier, elle comprit que ce qu'elle construisait n'était pas une revanche. C'était une vie, simple, sincère, une vie sans dette, une vie à elle. Le lendemain matin, Clémence se leva tôt. Le tableau rapporté de Lyon repose encore contre le mur de l'atelier, là où elle l'a laissé en rentrant. Elle ne l'a pas encore déballé. Durant la nuit, elle a rêvé à plusieurs reprises de ce grenier, de la poussière qui volait autour de ses gestes, pendant qu'elle retirait lentement le drap, et du regard flou peint sur la toile, un regard figé dans le temps, un fragment d'elle-même qu'elle n'avait pas revu depuis des années. Maintenant, à la lumière du jour, elle s'approche du tableau, les mains calmes, le souffle régulier. Elle dénoue lentement la corde qui retient la couverture grise autour du châssis. Le tissu glisse au sol. Devant elle, le portrait réapparaît dans toute sa vérité. La jeune fille représentée est assise, les bras croisés sur les genoux, le menton posé sur ses bras. Son regard est tourné vers un point hors cadre, comme si elle observait un monde que seule elle pouvait voir. Clémence reconnaît immédiatement l'intention qu'elle avait eue à l'époque. Traduire le silence, la retenue, la présence invisible qu'elle ressentait constamment dans sa propre maison. Le trait est encore hésitant, mais la sincérité de l'expression transperce la technique. Elle voit en cette jeune fille ce qu'elle était, vulnérable, lucide, seule, mais déterminée à créer quelque chose malgré tout. Elle remarque quelque chose qu'elle n'avait pas vu dans le grenier. Dans un coin du châssis, derrière la toile, un petit morceau de papier a été glissé entre le cadre et la toile tendue. Elle hésite, puis tire délicatement le papier. Il s'agit d'un billet manuscrit, rédigé d'une écriture tremblante, manifestement celle de son père. Le papier a jauni, les coins sont légèrement recourbés, mais l'encre reste lisible. Il est écrit « Je n'ai jamais su t'aimer de la bonne manière, mais je savais que tu brillerais. Ce tableau, je l'ai gardé parce qu'il est toi. Et je ne voulais pas que tu l'oublies. » Clémence lit ces mots plusieurs fois, le cœur serré. Ce n'est pas une demande de pardon ni une tentative de justification. C'est un aveu silencieux, tardif, maladroit, mais authentique.
Et à cet instant, elle sent une émotion complexe l'envahir. Pas un soulagement, pas une réconciliation totale, mais une compréhension. Elle ne pourra pas effacer les blessures de l'enfance, les silences de sa jeunesse, les phrases tranchantes qui l'ont poussée à s'éloigner. Mais elle peut accepter que, même dans cette rigidité paternelle, il y avait une forme d'attention, de reconnaissance, enfouie, contenue, inavouée. Elle s'assoit face au tableau, le papier entre les doigts, le regard perdu dans celui de la jeune fille peinte. Elle pense à toutes les fois où elle a voulu disparaître, s'effacer, se fondre dans un monde qui ne lui offrait aucune place. Et maintenant, elle se rend compte que son père, malgré tout ce qu'il n'a pas su lui dire, l'a vue. Non pas comme la fille qu'il espérait, mais comme l'artiste qu'elle était, comme la personne qu'elle devenait. Dans l'après-midi, elle décide de ranger l'atelier. Elle libère un mur entier pour installer une série de toiles qu'elle vient de commencer. Elle y accroche d'abord Silence sur la mer, puis le tableau retrouvé dans le grenier. Elle les place côte à côte. L'un parle de fuite, l'autre de mémoire. Ensemble, ils composent un dialogue entre ce qu'elle a voulu taire et ce qu'elle a enfin commencé à dire. Mathieu rentre en fin de journée. Lorsqu'il entre, il remarque immédiatement les changements. Il reste quelques instants silencieux devant les deux œuvres, puis se tourne vers elle. « C'est de toi aussi, celui-là » Clémence acquiesce. « Je l'ai peint quand j'avais 16 ans. Je croyais qu'il avait disparu. Il est fort. Il dit beaucoup. Tu comptes l'exposer » Elle hésite. « Je ne sais pas encore, mais je veux qu'il soit là. Il m'a attendu toutes ces années. Maintenant, c'est à moi de ne plus l'ignorer. » Ils passent le reste de la soirée à discuter. Elle lui raconte l'existence du billet, sans le lui lire. Ce morceau de papier est pour elle seule, une trace personnelle qu'elle n'a pas besoin de partager entièrement. Mathieu comprend. Il respecte sa réserve. Quelques jours passent. Clémence travaille tous les jours dans l'atelier. Les toiles s'accumulent. Elle ne cherche plus à plaire ni à convaincre. Elle explore, elle tente, elle efface, recommence. Elle peint le silence, la tension dans les mains, les ombres derrière les portes, les gestes contenus. Elle travaille sur une série qu'elle intitulera plus tard « Les absences visibles ». Chaque toile est un fragment de ce qu'elle n'a jamais pu dire. La honte, le rejet, le besoin d'être regardée sans condition. Un matin, Juliette lui envoie un message. Elle a entendu parler par Élise de la possibilité d'une exposition plus intime, plus personnelle. Elle lui propose de réunir quelques œuvres dans un petit espace d'art alternatif à Marseille. Clémence hésite d'abord, puis elle accepte, à condition que l'exposition porte un titre qu'elle a enfin trouvé. Les mots qu'on n'a jamais dit. Elle choisit soigneusement les tableaux. Pas tous, seulement ceux qui racontent une histoire claire. Elle inclut Silence sur la mer, bien sûr, et aussi celui du grenier. Elle ajoute 2 nouvelles œuvres, une scène intérieure avec une porte entrouverte et un autoportrait flou, en mouvement, comme si elle refusait encore de se fixer dans une seule identité. Le jour de l'accrochage, elle passe des heures à ajuster chaque cadre. Elle refuse les éclairages trop forts, les effets de mise en scène. Elle veut que l'on s'approche des tableaux comme on entre dans une pièce où quelqu'un a longtemps attendu. Elle ne parle pas beaucoup pendant les préparatifs. Elle observe, elle ajuste, elle contrôle ce qu'elle peut. Cette fois, c'est elle qui construit l'espace, et non l'inverse. Le soir venu, l'exposition est prête. Quelques amis de Juliette arrivent, des artistes, des curateurs, quelques passants attirés par l'annonce. Clémence se tient à l'écart, observant les réactions sans intervenir. Les regards sont concentrés, parfois troublés. On pose des questions à voix basse. On s'arrête plus longtemps devant le tableau retrouvé, et puis, sans prévenir, elle la voit. Dans l'encadrement de la porte, sa mère est là, silencieuse, seule. Elle ne s'avance pas tout de suite. Clémence la regarde, surprise. Elle ne s'attendait pas à sa venue. Et pourtant, elle comprend que ce moment n'aurait pas pu en être autrement. La mère s'approche lentement du tableau du grenier. Elle l'observe longtemps. Puis, elle tourne la tête vers sa fille. Leurs regards se croisent. Il n'y a pas de mots, pas encore. Juste ce lien suspendu, enfin visible. Une histoire faite de gestes muets, de douleurs partagées, de morceaux recollés sans certitude. Mais une histoire, quand même. Et Clémence comprend alors que ce tableau, cette lettre, cette exposition ne sont pas des réponses, ce sont des traces. Et parfois, les traces suffisent. Les jours qui suivirent l'exposition furent d'une intensité inhabituelle. Clémence n'avait jamais imaginé que ce petit espace de Marseille
Ce lieu sans prétention deviendrait l'épicentre d'un mouvement intérieur si puissant. Après l'ouverture, les retours commencèrent à arriver. Des inconnus lui écrivaient par l'intermédiaire de Juliette, certains partageant leurs propres histoires, d'autres exprimant simplement une émotion, une résonance. Loin de l'euphorie, Clémence ressentait une forme de calme nouveau. Elle n'attendait pas la reconnaissance, mais elle constatait que parler en silence par la peinture suffisait parfois à créer du lien. Elle continua à travailler tous les matins dans l'atelier. Le rythme n'avait pas changé, mais l'énergie, elle, était différente. Elle ne peignait plus en fuyant quelque chose. Elle peignait parce qu'elle avait retrouvé sa voix, parce qu'elle avait découvert un mode d'expression qui ne nécessitait ni approbation, ni permission. Ses gestes étaient plus sûrs, les couleurs plus assumées. Même les erreurs étaient acceptées. Elles faisaient partie du processus, comme les cicatrices sur la peau. Un soir, elle proposa à Mathieu d'accrocher dans l'atelier la série complète d'étoiles non sélectionnées pour l'exposition. Ensemble, ils réorganisèrent l'espace. Elle expliqua brièvement la signification de certaines œuvres, ce qu'elles contenaient de souvenirs, de colère, de libération. Mathieu, lui, n'intervenait que pour ajuster une lumière, repositionner un cadre ou simplement l'écouter. Leur complicité s'était construite sans précipitation, sans besoin de nommer. Elle tenait à cette forme de présence mutuelle, de respect, d'espace laissé à l'autre. Un matin, elle reçut une enveloppe de la galerie parisienne. À l'intérieur, une invitation formelle à participer à une exposition collective prévue pour le printemps. On lui proposait une section entière pour ses travaux récents. Élise l'y encourageait personnellement. Clémence resta longtemps à observer la lettre, posée sur la table de l'atelier. Elle savait que cela représentait un pas de plus, une forme de reconnaissance, une ouverture vers quelque chose de plus vaste. Mais elle savait aussi qu'elle ne voulait pas se perdre à nouveau dans les attentes extérieures. Elle voulait participer à ces conditions, ne pas recommencer à se taire sous le poids du regard des autres. Elle écrivit une réponse simple. Elle acceptait. Elle proposerait la série complète, Les absences visibles, accompagnée d'un court texte explicatif. Rien d'intime, rien de biographique, juste une mise en contexte. L'œuvre, selon elle, devait parler d'elle-même. Le mois suivant, elle mit toute son énergie à peaufiner les toiles, à en encadrer certaines, à en modifier d'autres. Elle travaillait avec méthode mais sans rigidité. Chaque jour passé dans l'atelier était une manière de revenir à soi, de comprendre, sans chercher à tout justifier. Mathieu l'accompagnait parfois en silence, parfois en lui lisant des passages de romans ou en peignant à côté d'elle. Juliette passait de temps à autre, toujours discrète, toujours disponible. Leur présence n'était pas envahissante. Elle l'aidait à se sentir soutenue sans être surveillée. Quelques jours avant l'inauguration de la nouvelle exposition à Marseille, Clémence décida de faire un geste symbolique. Elle prit la lettre de son père, celle trouvée derrière le tableau du grenier, et la glissa dans un cadre qu'elle fixa discrètement au dos du portrait exposé. Elle ne voulait pas la montrer au public, elle ne voulait pas l'exposer. Mais elle souhaitait qu'elle accompagne l'œuvre, qu'elle soit présente, même de manière invisible. Parce que malgré tout, cette lettre avait été le point de bascule. Une reconnaissance, imparfaite, tardive, mais réelle. Le jour de l'inauguration arriva. Le petit espace était à nouveau prêt. Les murs blancs, les éclairages précis, les titres écrits à la main sur de petites étiquettes sobres. Clémence portait une tenue simple. Pas de discours, pas de projecteur. Elle salua les invités, puis se retira dans un coin de la pièce, laissant les gens circuler, découvrir, ressentir. Elle observait les regards, les gestes, les silences. Certains restaient longtemps devant les tableaux, d'autres prenaient des notes. Quelques-uns semblaient simplement absorbés. Vers le milieu de la soirée, alors que l'affluence commençait à diminuer, une silhouette familière apparut à l'entrée. Sa mère, encore une fois seule. Elle avait les épaules couvertes d'un long manteau beige, les cheveux attachés, le regard concentré. Clémence sentit son cœur ralentir puis s'accélérer. Elle s'approcha lentement. Elles se saluèrent sans se prendre dans les bras. Pas besoin. La présence suffisait. Sa mère parcourut l'exposition en silence. Elle s'arrêta devant Silence sur la mer, puis devant le portrait du grenier. Elle prit le temps. Clémence, de son côté, restait en retrait. Elle ne voulait pas intervenir, ne voulait pas influencer l'interprétation. Après un long moment, sa mère s'approcha. Elle parla à voix basse, presque pour elle-même. « Ce tableau, je l'avais oublié. Je crois que lui, non. »
Clémence hocha la tête. Elle ne répondit pas. Elle comprenait ce que sa mère voulait dire. Il y avait des choses que l'on garde en soi sans les nommer, des choses que l'on cache même à soi-même. Elles restèrent encore quelques minutes ensemble, puis sa mère la remercia simplement, d'un ton doux, et quitta la galerie. Clémence la regarda s'éloigner sans tristesse. Ce n'était pas un adieu, ce n'était pas une réconciliation non plus. C'était une reconnaissance mutuelle, un début fragile, mais réel. Plus tard, alors qu'elle aidait Mathieu à ranger quelques affaires, elle ressentit quelque chose de neuf, une légèreté. Pas une joie éclatante, mais une forme de calme, de paix retrouvée. Ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait transformé en œuvre, ne la définissait plus uniquement comme victime. Cela faisait désormais partie d'un récit qu'elle maîtrisait, qu'elle portait et qu'elle offrait aux autres non comme une plainte, mais comme un témoignage de passage. Ce soir-là, de retour à l'atelier, elle alluma une lampe, s'assit devant une toile blanche et prit un pinceau. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait peindre, mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas besoin de fuir l'instant. Elle pouvait simplement être là avec tout ce qu'elle portait et créer, sans peur, sans masque, avec lumière. La galerie était restée ouverte plus longtemps que prévu. Les derniers visiteurs s'étaient attardés, certains échangeant de longs regards avec les œuvres, d'autres chuchotant entre eux. Clémence avait observé chacun de ces gestes comme on regarde une mer calme après une tempête. Elle n'attendait plus les réactions, comme on attend une validation. Elle les accueillait comme des échos d'une histoire partagée. Ce soir-là, elle décida de ne pas démonter les tableaux immédiatement. Elle voulait que l'espace reste tel quel, comme une empreinte encore chaude. Elle demanda au responsable du lieu de laisser l'accrochage en place pour 2 jours de plus. Il accepta, avec un sourire sincère, conscient que ce projet dépassait de loin une simple exposition. De retour à l'atelier, Mathieu préparait un dîner léger. Ils mangèrent tranquillement, échangeant quelques phrases courtes entrecoupées de silences paisibles. Aucun besoin de raconter la soirée, aucun besoin d'interpréter. Tout avait été dit, ou plutôt montré. Clémence ressentait un apaisement profond, le genre de fatigue douce qui n'épuise pas mais confirme. Elle resta éveillée plus longtemps que d'habitude, assise dans un coin de l'atelier, un carnet sur les genoux. Elle ne dessinait pas, elle écrivait. Non pas un journal, mais des phrases brèves, presque des notes. Je suis restée debout. Ils ont vu. Je n'ai plus besoin de m'expliquer. Le lendemain, elle retourna seule à la galerie, avant l'ouverture. Elle s'assit sur une chaise au milieu de la salle vide. Le silence était complet, les murs baignés d'une lumière douce filtrant par les grandes vitres. Elle observa ses toiles une à une, comme si elle les découvrait pour la première fois. Chaque tableau racontait une douleur, une absence, un silence, mais ensemble ils formaient une trajectoire. Il n'y avait plus de rage dans les couleurs, plus de crispation dans les formes. Il y avait un apaisement, une certitude tranquille. Elle savait qu'elle avait dit ce qu'elle devait dire, et que maintenant quelque chose d'autre pouvait commencer. Vers midi, elle décida d'ouvrir la porte au public. Quelques visiteurs entrèrent. Parmi eux, une femme d'une 60aine d'années qu'elle n'avait jamais vue. Elle resta longtemps devant silence sur la mer, puis s'approcha de Clémence. Elle lui dit simplement « Je n'ai jamais su peindre, mais je crois que vous avez mis sur la toile quelque chose que je ressens depuis des années. » Puis elle s'éloigna. Clémence ne répondit rien. Ce genre de phrase suffisait à justifier tout. En fin de journée, alors qu'elle s'apprêtait à fermer, quelqu'un entra. Elle leva les yeux, prête à décliner poliment. Mais elle resta figée, sa mère. De nouveau. Cette fois, elle n'était pas seule. Elle tenait un sac en toile, usé, qu'elle posa sur une chaise. Elle ne parla pas tout de suite. Elle s'approcha du portrait du grenier, le regarda longuement. Puis, elle se tourna vers Clémence. « Je n'ai jamais compris ce que tu voulais dire par tes dessins, et ton père non plus. Mais ce n'est pas parce que c'était mauvais, c'est parce que ça nous échappait. » Clémence ne répondit pas. « Il est mort ce matin, » dit-elle ensuite, d'une voix calme, dans son sommeil. Sans douleur, d'après les médecins. Clémence sentit quelque chose se tordre en elle. Pas une surprise, mais une onde, lente et sourde. Elle hocha la tête. Sa mère posa le sac sur la table, l'ouvrit et en sortit un carnet usé relié de cuir. Il écrivait parfois, pas souvent, des choses à toi, des choses qu'il ne t'a jamais dites. Elle le lui tendit. Clémence ne prit pas le carnet immédiatement. Elle le regarda sans y toucher. Sa mère continua. « Tu peux le lire si tu veux, ou pas. Il n'y a pas de vérité absolue dedans.
Seulement des morceaux. Je crois que c'est tout ce qu'il savait faire, laisser des morceaux. Elles restèrent silencieuses quelques minutes. Puis sa mère dit « Je vais partir maintenant. Tu peux me téléphoner si tu veux. Pas pour parler de lui, pour parler de toi. » Clémence ne promit rien, mais elle répondit d'un hochement de tête. Et ce simple geste, si minuscule soit-il, suffisait à dire que quelque chose restait possible. Elle referma la galerie, carnet en main, puis rentra à l'atelier. Elle ne l'ouvrit pas tout de suite. Elle le posa sur la table, regarda autour d'elle. Le tableau du grenier, toujours là, le regard flou, toujours posé vers l'extérieur. Elle pensa à tout ce qu'elle avait fui, l'enfance, le poids des attentes, le rejet, la peur de ne pas être aimée comme elle était, et à tout ce qu'elle avait reconstruit, un espace, une voix, un sens. Lentement, elle s'assit, ouvrit le carnet. À l'intérieur, des mots brefs, épars, pas de journal structuré, des réflexions, des regrets, des souvenirs. Des phrases comme « Je ne comprends pas son silence, mais je le respecte » ou « Elle peint comme si elle voulait crier dans une pièce vide » et encore « J'ai peur qu'elle me ressemble trop ». Clémence lut, page après page, parfois avec un sourire, parfois avec une larme discrète. Il ne s'agissait pas d'un adieu ni d'un testament, juste des fragments de pensée, laissés là comme on laisse des pierres sur un chemin pour ne pas oublier le passage. Elle referma le carnet, le serra contre elle un instant, puis elle le rangea dans une étagère à côté de ses premiers carnets à elle, non pas pour le conserver comme une relique, mais pour qu'il fasse partie de ce qu'elle avait traversé. Quelques semaines plus tard, lors de l'envoi officiel des œuvres à Paris, elle ajouta un dernier tableau à la série. Il n'avait pas de titre au départ. Il représentait une pièce vide avec une chaise tournée vers une fenêtre. Sur la chaise, un sac en toile. À travers la fenêtre, la mer. Elle l'intitula « Le vrai cadeau », parce qu'au fond, ce qu'elle avait reçu n'était pas un pardon ni une réparation. C'était un espace, celui de pouvoir choisir, celui de pouvoir être elle-même sans se justifier. Le plus grand cadeau, c'était de ne plus disparaître. C'était de réapparaître, pas pour les autres, pas pour ceux qui l'avaient nié, oublié, mal aimé, mais pour elle, entière, visible, en paix.